La République démocratique du Congo abrite le plus grand potentiel hydroélectrique en Afrique avec plus de 110 gigawatts. Avec ce potentiel, la République démocratique du Congo peut satisfaire jusqu'à 40% de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne. La tenue de cette conférence s'inscrit donc dans le cadre de la coopération régionale pour accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable. La conférence se déroulera donc en deux parties. La conférence technique virtuelle du 22 au 29 juin de l'État africain qui devrait avoir lieu en septembre ou octobre prochain. Les principaux objectifs seront les suivants. Présenter les opportunités du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans le secteur de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Encourager des appels à manifestation d'intérêt. Des recommandations concrètes vers des investissements innovants. Et enfin, recommander un cadre de base dans la préparation d'une conférence des chefs d'État africains. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ultime hommage du chef de l'État au juge Raphaël Yanni. C'était ce matin au ministère de Justice, au milieu d'intenses émotions et des torrents de larmes, au désormais célébrissime juge que tout le monde convient d'appeler le juge du procès de 100 jours. Tel un météore, Raphaël Yanni a crevé les écrans lors de ce procès de 100 jours et très rapidement, il s'en est allé. Je vous convie à suivre ce reportage de Fiston Matondo qui traduit les émotions et la lourde atmosphère qui ont prévalu l'enterrement du juge Raphaël Yanni. Tu aurais été un juge historique pour ton pays, pouvait-on lire sur une banderole affichée sur la façade du palais des justices dans la commune de la Gombe. Mort au front comme un soldat en mai dernier pendant que l'instruction du dossier du procès dit des 100 jours était en cours, le juge Raphaël Yanni Ovungu a reçu ce lundi 20 juillet 2020 des derniers hommages de la nation. Le premier des Congolais, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie solennelle. Le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs. Il s'est par la suite entretenu un instant avec la veuve Niani ainsi que la famille éplorée avant de prendre place aux côtés de magistrats. Cette cérémonie a débuté par une séance solennelle en mémoire du défunt. La Cour a pris acte du décès de Yanni, l'a délié de son serment et a ordonné que la dépouille du défunt soit conduite à sa dernière demeure. Et l'instant le plus pathétique, ce fut le mot des circonstances. Un des fils du juge Yanni a salué la mémoire de son père. Un homme humble, digne et sage l'a-t-il présenté. Récemment nommé par ordonnance présidentielle à titre posthume premier président de la Cour d'appel et admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba avec grade de chevalier, le juge Raphaël Yanni a été décoré séance tenante par les chanceliers des ordres nationaux. Né à Lodja le 24 décembre 1968, originaire de la province du Sankuru, secteur de Kondo-Tchumbe, village de Lubundi, feu Raphaël Yanni a fait ses études élémentaires à l'école primaire catholique des garçons de Lodja, ses études secondaires à l'Institut technique agricole et vétérinaire d'Omenjadi. Il a fait ses études universitaires à l'UNILU, au campus de Lubumbashi, où en 1997, il va décrocher son diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et l'UNICEF s'engagent à mutualiser leurs efforts en vue de soutenir les enfants démunis à la veille de la reprise des cours. Naïcha Kiala pour le récit. C'est une rencontre qui va certainement donner corps à un partenariat entre la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
L'option soutenue par la première dame de la République, Denise Nyakeru-Tshisekedi, est celle de conjuguer les efforts afin de rendre accessible l'enseignement à un grand nombre d'élèves à travers la République pour la prochaine rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire. Si un grand pas a été franchi avec l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo instaurée par le président de la République, il est important d'apporter un soutien aux enfants des familles les plus démunies à quelques mois de la reprise des cours. Nous avons échangé sur différentes façons pour s'assurer que les enfants les plus pauvres puissent revenir à l'école après cette période de Covid qui a été terrible. Malgré tout, les enfants ont pu bénéficier pendant cette période de ce qu'on appelait l'éducation à distance. Et puis aussi de livres à travers les radios communautaires, à travers ma classe de la RTNC ou Capiocol, mais aussi à travers des livrets scolaires. Tout enfant a droit à une éducation de qualité. La Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi a depuis sa création fait sienne ce défi. C'est justement dans cette logique que la première dame a présenté aux représentants de l'UNICEF le programme Excellencia qui prône la culture de l'excellence auprès des jeunes. Il a été décidé à l'issue des discussions de la mise sur pied d'une commission mixte Fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi UNICEF pour réfléchir sur la mise sur pied d'une collaboration dans le cadre de ce programme. Satisfait de l'implication de la première dame dans l'éducation des jeunes, le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo a rassuré de l'accompagnement de son institution aux actions entreprises par l'épouse du chef de l'État. La RDC vient d'adhérer au programme de développement durable à l'horizon 2030, c'est-à-dire d'ici 10 ans. Ce rapport national a été présenté ce lundi aux autorités congolaises et aux différents partenaires de développement. Peggy Mukunda. Elle vient de marquer son histoire à travers le monde avec son rapport national d'examen volontaire vénère sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. La République démocratique du Congo, qui vient de présenter pour la première fois son rapport au Forum économique et social du haut niveau des Nations Unies. C'est lundi 20 juillet, ce même rapport a été présenté officiellement aux membres du gouvernement, aux autorités nationales et aux partenaires techniques et financiers pour son appropriation locale. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé, qui a présidé cette cérémonie de la présentation de ces rapports nationaux au nom du Premier ministre Sylvestre Ilunga. L'élaboration de ce premier rapport d'examen national volontaire des ODD est très significative pour la RDC. Il constitue un tremplin essentiel à un regain d'action et de progrès dans la réalisation de l'agenda 2030. Au niveau international, ce rapport marque ainsi l'engagement de la République à ne pas déroger à sa responsabilité par rapport à l'histoire et par ricochet présente à la communauté internationale la concrétisation de son enthousiasme à l'égard des ODD. Les contextes de mise en œuvre de l'agenda 2030, approche méthodologique et la mise en œuvre des ODD et leurs cibles, tels sont les points abordés par la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounembwe, dans son exposé. Très réjoui de ces rapports qui rendent fidèlement tous les processus et qui présentent nos défis pour les prochaines années, a martelé le coordonnateur de l'OCDD, Philémon Oufouloun-Thomas. L'adhésion de la RDC au programme de développement durable à l'horizon 2030 constitue un signal fort pour son histoire, a fait savoir le représentant des partenaires techniques et financiers, David Maclanclan. Le chef d'État de l'armée ougandaise est en séjour de travail en RDC. Il a rencontré son homologue congolais, le général Mbala. Compte rendu avec nos confrères de la presse militaire. Au Collège des hautes études stratégiques et de la défense, la délégation de l'armée ougandaise a eu des échanges fructueux avec le chef d'état-major général des FARDC qui a conduit une délégation comprenant les chefs d'état-major de la force terrestre, du commandant des services de communication et d'information, des forces armées, des sous-chefs d'état-major de renseignement et des commandants du Collège des hautes études, des stratégies et des défenses.
Au centre de leurs entretiens, les renforcements de la coopération militaire entre les FARDC et l'armée ougandaise. Cette visite est la matérialisation de la volonté politique exprimée par les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Yoweri Museveni de l'Ouganda. Tous deux veulent voir les deux armées produire la paix pour le développement de la région. Un nouveau livret et un nouveau contrat de bail vient d'être mis à la disposition des bailleurs et des locataires. Par ces documents précieux, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat entend harmoniser les vues entre les deux parties, souvent en proie à des conflits devant les cours et tribunaux. Voici l'unique et le seul livret et contrat de bail qui doit désormais lier les bailleurs et le locataire sur toute l'étendue du territoire national. Ces nouveaux documents sécurisés viennent d'être présentés au chef des divisions par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou, toujours animé par les soucis de remettre de l'ordre dans son secteur. Tout autre document relatif au contrat de bail est scrupuleusement interdit, a averti Pius Mwabilou à ses interlocuteurs, qui a même promis la descente tout prochainement de son équipe à chaque division de l'urbanisme et habitat pour s'assurer de la mise en œuvre de ces documents. Une décision vivement saluée par ces chefs de division qui ont promis à l'unanimité de l'appliquer. Nous ne pouvons pas marcher en dehors des lois, nous devons vraiment aller tout droit au but pour respecter textuellement ce que les lois nous exigent. Bien avant, le patron de l'urbanisme et habitat a échangé avec le représentant des courtiers, bailleurs et locataires pour faire le point sur la mesure portant interdiction des déguerpissements de tout locataire pendant cette période de crise sanitaire. Cette mesure, bien que difficilement digérée par les bailleurs qui ne vivent que du loyer, a été respectée à 90% par toutes les parties dans les soucis de couper la chaîne de transmission du coronavirus. Et Pius Mwabilou a appelé les uns aux autres au bon sens et à l'esprit patriotique pendant cette période difficile. Transco, la société des transports en commun du Congo, connaît de sérieux problèmes d'intendance. Impayement du personnel, vétusté de l'outil de travail, manque de pièces de rechange, bref, Transco est à bout de souffle. Au ministère de tutelle, l'on réfléchit sur la thérapie à apporter pour que Transco reprenne sa vitalité. Vital Paga. Le transport en commun reste un véritable casse-tête à Kinshasa comme en province. La naissance de Transco depuis 2013 a pourtant redonné un brin d'espoir à la population congolaise et surtout quelques soulagements pour les Kinois. Seulement voilà, 7 ans après, Transco est aujourd'hui en perte de vitesse. Avec le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, les responsables de cette société de transport en commun ont passé au peigne fin les difficultés d'ordre logistique et financier avant de proposer des solutions à court et à moyen terme. Il y a un problème sérieux de tarification. Nous avons un problème sérieux de circulation dans la ville, qui est connu par tout le monde. Et il y a également les mesures d'urgence sanitaire qui s'appliquent également sur Transco. Tout cela fait que notre exploitation n'est pas optimale aujourd'hui. Et nous sommes en train de régresser au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour nous permettre de maintenir les niveaux d'activité. 500 francs de 2013 ne représentent pas, n'a pas la même valeur que les 500 francs en 2020. Alors comment on tient le coup? S'il faut parler de tenir le coup, nous avons de temps en temps des appuis ponctuels du gouvernement, mais c'est insuffisant. Une entreprise est une structure permanente. On ne va pas fonctionner avec des appuis ponctuels de l'État. Il faut qu'il y ait une politique planifiée pour les transports publics routiers. Et cette politique va intégrer les problèmes de tarification, les problèmes de subventions, approvisionnement en carburant, les problèmes des infrastructures. Quitter Massina pour arriver au centre-ville, aujourd'hui ça nous prend 3 heures alors que c'était 40 minutes avant. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il faut qu'ils soient traités et pour que nous redonnions la vie à l'entreprise de transport routier. Dans le même registre, le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, a échangé avec l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Téhéran s'est dit disposé à apporter son expertise pour le développement du secteur des transports en RDC.
Après Transco, une autre entreprise a besoin d'un souffle nouveau. Il s'agit de la cimenterie nationale de Kimpese. La question de sa relance est de nouveau posée et la semaine dernière, après avoir pris langue avec les investisseurs américains, le ministre de l'Industrie a abordé cette question de la relance de la CINAT avec quelques élus locaux. Et de 82 000 $, c'est les montants décaissés par le gouvernement congolais pour faire l'audit technique sur la faillite de la cimenterie nationale de Kimpese. Une étape préalable avant de relancer la production des activités de cette usine. Un décaissement réussi grâce au plaidoyer du ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya lors du dernier conseil de ministres. Cette heureuse nouvelle ne pouvait pas laisser indifférents tous les notables de la province du Congo central, raison de la présence de la députée nationale Nelly Mwinga Mutela, élue de Songololo, venue au nom de tous les Né-Congo, remercier vivement le patron de l'industrie Julien Paluku pour cet acte salvateur, car la relance de la production de cette usine tombée en faillite depuis 2011 a toujours été l'un des soucis majeurs de la province du Congo central tout entière. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de relance de notre société, la CINAT. Tout le monde sait que le travail procure le bonheur. Alors, les gens attendent. Les gens veulent voir cette CINAT refonctionner pour cette relance qui est vraiment importante pour la population de Songololo. Non seulement la population de Songololo, du Congo central et pourquoi pas de la RDC, parce que c'est la cimenterie de l'État congolais. Les experts belges chargés de faire cet audit seront très prochainement dans cette province pour faire les constats. Les résultats qui sortiront de cet audit vont permettre de relancer les activités de cette usine et les travailleurs de la CINAT pourront enfin dire au revoir aux congés techniques auxquels ils étaient plongés pendant plusieurs années. C'était un reportage de Eric Kabamba. Et puis à partir de demain jusqu'à jeudi se tiendra le séminaire d'orientation budgétaire exercice 2021 avec la participation active de la société civile. La dépêche du ministère du Budget précise que le gouvernement tient à organiser ce séminaire pour se mettre en phase avec la législation internationale. Images donc et commentaires à partir de demain avec notre reporter sur place, Ricky Nzouzi Loya. L'affaire de cybercriminalité qui a opposé M. Azarias Rouberois à Dieudonné Dikita vient de connaître son épilogue. Le tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassavubu, vient de prononcer sa sentence. Dieudonné Dikita vient de coper de 17 mois de prison ferme. Edi Tchala a assisté à la toute dernière audience à la prison centrale de Makala. Les infractions d'imputation dommageable, de faux bruit et d'injures publiques commises au préjudice de la partie civile Azarias Rouberois sont en concours matériel en faisant application de l'article 20 alinéa 2 du Code pénal livre 1er, cumule les peines et condamne le prévenu à 17 mois de servitude pénale principale et à 1 100 000 francs congolais d'amende payable dans le délai légal. À défaut, il subira 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Le prévenu Dikita Dieudonné alias Makubakuba l'aura appris à ses dépens. Sa condamnation par le tribunal de paix Kinshasa Pont Kassavubu le rééduquera et dissuadera certainement d'autres délinquants des réseaux sociaux qui pensent nuire incognito. Ce procès, plus pédagogique que répressif, servira désormais de référence afin de protéger d'autres potentielles victimes d'une utilisation irresponsable de ces outils de diffusion d'innombrables masses d'informations. Il aura fallu près d'1 mois pour que cette procédure inédite en matière de cybercriminalité s'achève, ce 20 juillet 2020, par devant le tribunal de paix Kinshasa Pont Kassavubu, siégeant en matière répressive au premier degré en audience foraine à Makala, où le prévenu est détenu. La régie des voies aériennes invitait à avoir une stratégie opérationnelle afin d'être plus compétitive. C'est l'exhortation du ministre du portefeuille Clément Kouété à la nouvelle équipe dirigeante de la RVA, Chimène Dondo et Bobo Koukou.
Au cours d'une séance de travail avec la nouvelle équipe d'administration de la CADECO, le ministre du portefeuille Clément Koité-Nyimine a démontré sa détermination de faire de la CADECO une véritable caisse d'épargne dans le secteur financier congolais. Clément Koité a saisi cette occasion pour brosser la situation sombre de cette entreprise presque à l'agonie. Il a souligné que la CADECO demeure à ce jour exclue de la chambre de compensation de la Banque centrale du Congo car son capital social n'est pas à la hauteur du minimum exigé. Le président du conseil d'administration, Hussein Bopouli, a eu des mots justes pour remercier le ministre du portefeuille et l'a rassuré que son équipe sera à mesure de répondre aux défis immenses de la CADECO. Nous sommes venus nous abreuver à la source de toutes les questions qui concernent la CADECO. Le ministre nous a fait un background de la situation de la CADECO depuis 2008. Il a ensuite donné son opinion sur ce que nous devons, la manière dont nous devons nous comporter en tant que responsables de la CADECO. Il nous a fait aussi des suggestions, des voies de sortie en rapport avec la situation de la CADECO. À noter que cette première institution bancaire de la RDC, aujourd'hui en faillite, a totalisé 70 ans depuis le 10 juin dernier et sollicite l'appui du gouvernement pour son relèvement. Vous avez suivi là la rencontre entre le ministre du portefeuille et les dirigeants de CADECO. C'était un reportage de Marie Kalang, le ministre du portefeuille qui poursuit sa ronde, sa croisade dans les entreprises. Ce matin, il était à la régie des voies aériennes où il a exhorté les dirigeants de la RVA à plus de compétitivité. Vous suivez ces images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. L'Égypte figure parmi les top 10 des pays africains qui attirent les touristes. Le Caire et le Kinshasa veulent relancer le secteur touristique en échangeant les expériences. Edi Tchala. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est résolu de booster le secteur du tourisme avec l'ouverture prochaine des frontières après la dévastatrice crise du coronavirus. Le ministre du Tourisme, le Dr Yves Bonkoulouzola, a entrepris une série de contacts avec les différents partenaires dans l'optique d'une éclosion de l'industrie touristique en RDC. Yossri Mohamed Khalid, ambassadeur d'Égypte en RDC, a l'expérience des pharaons, les pyramides et autres vestiges de l'Égypte antique, sont des rentrées importantes de devises en Égypte et peuvent servir de modèle pour l'important potentiel touristique de la République démocratique du Congo. On a l'histoire, on a l'expertise dans ce domaine et on a abordé les potentiels de coopération entre les deux pays. Comment partager l'expertise que l'Égypte a édifiée pendant cette histoire très longue dans le domaine du tourisme. On a discuté les échanges entre les deux pays, comment activer quelques documents qu'on a déjà signés entre les deux pays dans le domaine du tourisme. Comment un peut aider dans la formation des cadres congolais. Avec Kazunao Shibata, représentant résident de l'agence japonaise des coopérations internationales JICA, la possibilité d'un concours substantiel du Japon a été envisagée. Ces échanges sont à capitaliser en faveur d'un secteur touristique congolais encore très embryonnaire. Dans la foulée, le ministre du Tourisme a aussi reçu le directeur national de la WWF RDC pour aborder les questions d'accessibilité aux sites touristiques disséminés à travers le pays. Avec le plan national intégré mis à jour, Yves Bonkoulouzola penserait donner les lettres de noblesse au tourisme congolais, un des leviers de l'économie nationale. Les jeunes en situation de rupture familiale ainsi que les démobilisés ont été au cœur des échanges que le ministre de la Formation professionnelle a eu avec le représentant de l'UNICEF, avec un partenaire américain. Il a été plus question d'évaluer le processus de formation professionnelle en République démocratique du Congo. Anita Luamba. La mise en place d'un plan d'action commun vise à investir considérablement dans l'avenir de la jeunesse pour le développement social. La question était au centre des échanges entre le ministre de la Formation professionnelle et le représentant de l'UNICEF. Édouard Beyberder affirme que le processus de réintégration totale des démobilisés et de certains jeunes en situation de rupture sociale pourra contribuer un tant soit peu à la consolidation de la paix.
Et la formation professionnelle est très importante. On a discuté de différentes façons d'avoir la formation professionnelle, soit d'une façon classique, mais aussi d'une façon informelle, à travers l'apprentissage, à travers la formation en faisant. Aussi de comment faire que certains de ces jeunes rentrent aussi et deviennent entrepreneurs. Juste après, John Toumba, ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, a accordé une audience au numéro 1 de la fondation Formafrique. Ensemble, ils ont évalué le processus de formation professionnelle, ce qui va permettre à la République démocratique du Congo de parvenir à une nouvelle industrialisation spécifique pour une main-d'œuvre locale et qualifiée. La formation professionnelle doit se positionner par rapport à une stratégie de l'État. Cette stratégie qu'il faut mettre en place, aujourd'hui on le constate tous les jours, il n'y a pas de stratégie d'industrialisation en République démocratique du Congo, particulièrement sur l'ensemble de ses ressources naturelles. Pour faire cette industrialisation, j'ai expliqué quelles étaient les formes d'industrialisation qu'il faudrait mettre en place. En RDC, il y en a qui existent, il y en a qui n'existent pas. Mais surtout ensuite, pour qu'il y ait industrialisation, il faut des formations. Selon le ministre de la Formation professionnelle, la RDC devra investir dans le capital humain à travers la formation professionnelle, ce qui lui permettra de cheminer à coup sûr vers son émergence. Ils sont députés et réunis dans un collectif baptisé « Groupe d'adoration des parlementaires chrétiens du Congo ». Ils veulent ainsi influer sur le processus décisionnel et travailler pour l'intérêt commun. Des chants et adorations des élus du peuple, l'image n'est pas du tout courante. Ceux-ci répondent à un appel et soutiennent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a dédié la nation à l'Éternel en réaffirmant leur foi chrétienne haut et fort à travers le groupe d'adoration des parlementaires chrétiens. L'objectif est d'influer positivement en usant des valeurs chrétiennes sans aucune coloration politique dans le travail législatif. Nous pensons que nous ne pouvons pas être des acteurs de changement, des agents moraux, si nous-mêmes de gens, nous ne sommes pas changés. Il faut le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir, bien entendu, influencer les autres, impacter notre société et participer, bien entendu, de manière citoyenne et républicaine à la rénovation de notre cher et beau pays. Et nous pensons que nous allons poursuivre, mais avec beaucoup de perspectives. Nous avons beaucoup d'idées. Le chef de l'État a donné le go d'un point de vue superstructurel en dédiant ces pays entre les mains du Seigneur. Alors il faut un accompagnement global. Il va falloir qu'on puisse créer une nouvelle race de personnes qui croient en Dieu et qui croient aux valeurs. Et je ne dirais jamais assez, le problème du Congo, c'est un problème qui est quasiment lié à la crise des valeurs et au principe des 3 V. La vision, le vecteur et la volonté politique. Pour cette rencontre, 2 grands du monde chrétien ont répondu à l'invitation. Il s'agit du révérend pasteur Daniel Kawata et le chantre de l'Éternel Michel Bakenda. Une commission ad hoc sera bientôt mise en place pour l'élaboration d'un texte réglementaire et envisager des modules de formation. À partir de demain, mardi 21 juillet jusqu'au 23 juillet, Kinshasa va abriter le séminaire d'orientation budgétaire exercice 2021 avec la participation active de la société civile. La dépêche du ministère du Budget précise que ce séminaire est organisé pour permettre au gouvernement de se conformer à l'esprit aux pratiques internationales sur la bonne gouvernance financière, mais aussi pour accroître la transparence et la participation citoyenne dans l'élaboration du budget de l'État. Vous suivrez ce séminaire avec Ricky Nzuzi Loya. J'ai été très heureux de vous présenter ce journal et pour la particulière attention que vous avez bien voulu l'accorder, je vous dis infiniment merci de l'avoir suivi. Merci au nom de mon équipe qui était constituée de Simon Kankolongo, Sylvie Makumbani et Diane Balaka. Bonsoir.